Rebonjour pour la deuxième capsule vidéo avec Gabriel Champoux. Gabriel, merci beaucoup encore une fois d'être parmi nous. Donc Gabriel, comme vous avez dû le voir sur la première capsule vidéo, est courtier en assurance de dommages chez OVC Assurance. On a parlé de l'importance surtout voilà, d'avoir un courtier pour tout acheteur potentiel. Sur cette deuxième capsule vidéo, on va plus rentrer dans le détail sur les choses à faire et à ne pas faire une fois qu'on a une police d'assurance. Mhm. On va ensuite, un peu plus tard, on va parler voilà, des choses que tu aimes personnellement. Est-ce qu'il y a un podcast? Est-ce que tu écoutes autre chose, même si c'est pas forcément de l'immobilier, ça peut être un livre, etc. Et aussi, on va finir sur la question que je pose d'habitude à tous les invités pratiquement. Quelle définition tu donnerais, toi, de l'immobilier? Donc, je vais te laisser y aller. On va commencer voilà, sur... Merci à toi, Adam. Puis un très grand plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui. J'apprécie beaucoup ton invitation. Puis pour les gens qui nous écoutent, très content de vous revoir. Puis j'espère que la première capsule vous a plu. Je le dis toujours, si à travers des fois on écoute une capsule, on a des questions, ça peut être intéressant de rentrer en communication avec la personne. C'est très facile de me trouver en fait, là, autant sur Facebook et LinkedIn. Gabriel Champoux, OVC Assurance, je suis courtier en assurance de dommages, principalement dans l'immobilier, construction, chantier, etc. Bon, on rentre dans le sujet, je pense qu'on est rendu habitué, comme on dit, les à faire et à ne pas faire. Bon, règle générale, avant de me lancer là-dedans, je voulais juste vous dire, c'est pas un conseil ou une ligne directrice. Moi, je vous dis ce que j'observe, ce que je vois, puis je parle en lien présentement avec des dossiers dans l'immobilier puis dans les entrepreneurs, principalement. Allons-y dans cette optique-là. Les affaires. On oublie le gros bon sens, là. On ne fera pas la base, là, mais les affaires, les points, je dirais, plus importants quand, exemple, on fait une transaction avec un courtier. Moi, je suis un client, j'ai mon courtier, là, j'ai une demande à lui envoyer. Exemple, j'achète un nouveau bâtiment. Bon. Les affaires, là, je dirais que c'est de mettre l'emphase sur participer dans la cueillette d'informations. Nous, les courtiers, là, dites-vous qu'on va un petit peu à la guerre pour nos clients. Tu sais, dans le fond, on va ramasser des munitions, les informations que le client nous donne, pour aller négocier pour lui sur les marchés. Utiliser nos contacts, nos relations d'affaires pour le représenter. Je vois souvent, au quotidien, des clients qui sont dans une vie qui va vite. J'appelle ça comme ça. Ça veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à certaines choses. Exemple, les assurances. C'est correct, je comprends, c'est pas le fun pour tout le monde. Par contre, quand vient le temps de nous transférer l'information, souvent, je remarque qu'ils vont nous envoyer vraiment le minimum. Ils vont nous envoyer vraiment le juste vite ce qu'il y avait sous la main, puis c'est tout. Je dirais, ce qui est à faire, c'est de prendre le temps. Puis je le sais que c'est... Je me mets dans la peau des clients, puis je suis moi aussi un consommateur. Envoyer toutes les informations sur le bâtiment, les détails, tout ça. Questionner l'ancien propriétaire sur les entretiens. Aller vérifier en fait un peu toutes les petites questions que l'assureur ou que le courtier pourrait demander, c'est super important parce que c'est à faire de participer là-dedans parce qu'ensuite de ça, ça va vous revenir, ça va être gagnant pour vous. Nous, une fois qu'on a cette information-là, on la conserve dans notre système puis on ne vous redemandera pas d'autres fois cette question-là. On va la remettre à jour. Oui, s'il y a des changements, on va faire les changements, mais on devient un peu le responsable de ces informations-là pour vous représenter. À l'opposé, j'ai des clients qui vont participer, qui vont commencer à chercher, mettre un adjoint en place pour me transférer un max d'informations ou un adjoint, s'assurer vraiment qu'on a toute l'information, certificat de localisation, le rôle foncier, toutes les anciennes rénaux, des factures même des fois. Toutes ces infos-là, nous, on va les mettre dans le dossier. Alors, je dirais ce qui est à faire quand on fait la quête d'informations, si vous avez des bâtiments ou si vous avez des comptes en assurance qui requièrent de la collecte de données, participer dans le transfert de cette information-là, c'est elle qui va au final vous représenter dans les marchés. Ça pourrait faire la différence entre un bon ou un prix qui est moins bon. Ça pourrait faire la différence entre une couverture qui est disponible ou une couverture qui ne l'est pas. Alors, je finis sur cette parenthèse-là parce que je l'ai vu dernièrement. Quelqu'un qui me dit « Pas besoin de ces informations-là, c'est pas important. » Bon, moi, je me bats pas avec personne. C'est correct, je fais ce qu'il faut avec ce qu'on me donne. Puis je pense que c'est ça la force d'un bon courtier, mais au final, je disais, c'est comme si on allait manquer des opportunités. Puis je faisais comprendre à la personne, manquer des opportunités pour toi, là, c'est toi qui es gagnant, c'est toi le client. Ces petites informations-là, même si elles n'ont pas l'air importantes, elles le sont. Alors, affaire numéro 1, participer dans la quête d'informations. Ça change quoi à votre niveau, vous les courtiers, si disons la personne elle vous donne pas un certificat de localisation,
autant voulu? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui change de votre côté? Le certificat de localisation, ou peu importe l'information, il y a des informations qui sont plus importantes que d'autres en assurance. Toutes les informations sont importantes, mais je dirais, mettons, un certificat de localisation, il y a de l'information là-dessus, mais souvent, le client, il peut aussi nous le transférer à travers un document de prise d'information ou quoi que ce soit. C'est l'information qui s'y trouve à l'intérieur qui est importante. Oui. C'est quoi le périmètre de l'endroit qu'on assure? C'est quoi la grosseur du bâtiment? Est-ce qu'il y a une disposition légale? Est-ce que c'est patrimonial? Mais les gens ils se disent, c'est quoi ça, patrimonial, disposition légale? C'est toutes des choses qui sont super importantes. S'il arrive quelque chose en assurance, ça peut générer des coûts supplémentaires aux assureurs, puis ça pourrait faire la différence entre vous avez été payé correctement ou pas. Exemple, est-ce que ce bâtiment-là, on doit le déplacer s'il passe au feu? Est-ce que la municipalité a déjà mis une note par rapport à ça? À la municipalité qui dit que ce bâtiment-là doit être reculé de tant de pieds, parce qu'à l'époque, quand il a été créé, il a été mis à cet endroit-là, mais après ça, ils ont changé la façon que c'est fait. C'est important, on va le voir sur ce document-là. On a besoin de cette information pour protéger l'intérêt du client. Ouais. OK. Ça, ce serait une affaire qui est important. Deuxième chose, je pense qu'on en a parlé dans la première capsule ensemble, puis c'est quelque chose que je répète souvent, mais c'est vrai, c'est important d'avoir une relation d'affaires avec le courtier que vous travaillez. Parce que cette personne-là, elle a une stratégie, elle a un plan en tête, puis elle va vous représenter dans les marchés d'assurance. J'ai souvent vu des clients qui se brûlaient eux-mêmes dans le marché. Puis le mot « brûler », je vais l'expliquer ici, c'est un jargon un peu de courtier de dire le marché il est brûlé. Bon, nous, les courtiers, il y a souvent de la réservation de marché dans les marchés qu'on travaille. Ça évite les assureurs puis les grossistes de travailler en double, en triple, en quadruple les demandes. Exemple, tu appelles 4 courtiers qui font le même travail, peu importe. Un courtier comme nous, par exemple, qui a accès à tous les marchés principaux, c'est sûr et certain qu'on va faire le travail. Puis j'ai cet exemple-là en tête. Une couple d'années, un client entrepreneur que je rencontre, le gars, il me dit « Écoute, il faut que je trouve les assurances, il faut que tu m'aides, c'est des prix de fou. Il faut absolument que tu m'aides à trouver ça. » Je lui dis « Il n'y a pas de problème, il faut qu'une fois, par contre, qu'on se lance, tu sais, comme je t'explique, laisse-moi recueillir l'information, puis ensuite de ça, passer à travers vraiment là, chacun des contacts que j'ai chez les assureurs pour vérifier qu'est-ce qu'on peut faire. » Puis c'est un dossier qui est complexe, que les assureurs ne veulent pas trop assurer. Il n'y a pas beaucoup de marché, c'est compliqué. Finalement, le client, je lui demande « T'avais-tu fait d'autres démarches? » Il me dit « Non, on n'a rien fait. » Je commence les démarches, j'envoie le dossier. Tous les endroits que j'envoie le dossier, ou presque, me reviennent en me disant « Ah, on a déjà vu ce dossier-là il y a quelques temps, on l'a refusé. Ah, on a vu ce dossier-là, ça a été refusé. » Puis là, je reçois ces courriels-là, je rappelle le client, je comprends pas trop, tu me dis que tu n'avais pas fait de démarche. Le client, lui, son partner, il ne s'était pas parlé. Lui, il avait fait plein de démarches d'assurance. La problématique, c'est que j'avais certains marchés qui étaient peut-être prêts à le considérer, mais que là, présentement, il y avait tellement reçu de demandes d'endroits distincts, puis il y avait tellement reçu d'informations qui étaient contradictoires parce que la collecte de données n'avait pas été faite correctement de toutes les parties, ou peut-être juste pas, était pas très similaire, qu'il y a un assureur qui aurait pu prendre le dossier à une prime à peu près comme 20% moins cher que ce que finalement on a trouvé au client. Puis l'assureur nous a dit « Reviens-nous l'année prochaine. Tu sais, pour l'instant, on va passer notre tour. » Quand j'avais expliqué ça au client, il m'avait dit « Wow! » Il dit « La prochaine fois, je vais m'asseoir avec mon partner, puis on va définir d'avance qui gère les assurances pour éviter que c'est une situation comme ça pour arriver. » Alors, à ne pas faire, c'est clairement de mettre au clair qui gère les assurances, puis ensuite de ça, de trouver le courtier que vous avez confiance, puis de laisser cette personne-là mettre en place sa stratégie. Si après ça, il y a un doute ou il y a quelque chose qui ne fait pas du sens pour vous, ou vous voyez que c'est un courtier qui n'a pas beaucoup de marché, peut-être que ça vaut la peine d'aller ailleurs. Mais cette situation-là, je m'en souviens toujours, puis c'est une situation que j'explique assez souvent. Ouais. C'est souvent un manque de communication, j'imagine. Manque de communication qui a créé finalement qu'ils ont payé 20% plus cher cette année-là. Puis l'assureur, moi, je lui disais, écoute, là, j'ai des documents signés qui confirment, c'est moi qui gère ça pour les clients. On appelle ça un mandat d'exclusivité. Les clients m'ont expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Mais l'assureur, lui, disait, écoute, j'ai déjà dit non à 2 autres courtiers, je me vois mal revenir sur ma position. Alors, malheureusement, on se reprend une autre année. Fait que ça a pris 1 an avant de pouvoir faire cette transaction-là pour le client. Les marchés avaient changé, évidemment. Je ne veux pas non plus rentrer dans les détails, mais ça donne une bonne idée quand même. Là. Ça peut être ce genre de réalité-là que des fois, je dis aux gens de prendre le temps de mettre ça au clair avec leur courtier et de leur faire confiance. Ouais. On a très bien expliqué tout ce que tu nous as parlé des affaires à ne pas faire. Je pense que ça va beaucoup aider aussi les gens qui regardent le podcast sur leur prochaine démarche au niveau de contacter une assurance, contacter un courtier en assurance de dommages. Sur un point de vue plus personnel, on demande souvent ça, tu sais, dans les podcasts pour que les auditeurs
se voit un peu à travers la personne, Ouais. à travers l'invité. Euh, quel Est-ce que tu aurais peut-être un autre podcast ou peut-être un livre en ce moment que tu conseillerais peut-être à lire, même si c'est pas nécessairement au niveau de l'assurance de dommages? Non, non, parfait, non. Puis j'aime. Puis en passant, je parle à Sens de dommage. Puis les gens qui me connaissent bien savent que j'adore ce que je fais. Je me sens vraiment sur mon X dans la vie quand je fais de la science de dommage. J'ai l'impression que je négocie bien pour les gens, mais c'est pas toute ma vie, évidemment, comme tu peux t'en douter. Bon, dernièrement, là, si je dois y aller, je suis sur un livre qui est Shoe Dog de Phil Knight, qui est en fait l'histoire de Nike, de la marque Nike de souliers. Euh, je suis un grand sportif en passant, puis ce livre-là m'appelait. Beaucoup de gens autour de moi me disaient « Hey Gab, tu dois lire cette... tu sais, dans le fond, tu dois lire ce livre-là. Cette histoire. C'est quelque chose. » Alors, OK, parfait. Je commence à lire, puis d'habitude, je lis du développement personnel ou je vais écouter justement des podcasts sur prendre de l'information, mais ce livre-là, c'est vraiment, il raconte une histoire. Je suis moins une histoire. Mais à ma grande surprise, je me suis surpris à rester stationné dans le stationnement de la maison. Tu sais, j'arrive du travail, puis normalement, j'écoute ça quand je vais au travail, puis je reviens du travail avec le audiobook. Et je me suis surpris, là, arriver chez moi, stationner, fermer l'auto, continuer à écouter. Parce que captivant, tellement dans la pensée de l'auteur, tu peux tellement t'imaginer qu'est-ce qu'il a vécu. Puis, bon, pour ceux qui ne savent pas, Nike, il y a quand même une très grosse histoire derrière ça. Là, ça n'a pas toujours été... tu sais, sky is the limit. Je veux dire, ils ont eu leurs défis à eux, puis leur histoire est très inspirante. Je pense que pour les gens qui nous écoutent, la ténacité de ne pas lâcher, de vouloir constamment y croire à ce qu'on fait, c'est quelque chose que moi, ça m'appelle. Puis Phil Knight, dans son ouvrage, l'explique puis le raconte d'une façon merveilleuse. S'il y a des gens en ce moment qui sont des lecteurs, je vous conseille fortement ça. C'est mon livre de cette année à date que j'aime bien. Tu as dit audiobook, Ouais. tu es plus à l'écoute ou d'habitude tu lis C'est une plus bonne tes question. livres? Je lis en moyenne 100 courriels par jour, minimum. Donc, Alors, il y a des documents, j'interprète la donnée. c'est sûr que ça fatigue Écouter, l'esprit. ça me fait du bien. Est-ce que ça a toujours été ça dans ma vie? Non. Je suis un grand lecteur papier. J'ai beaucoup de livres chez moi, tout ça. J'ai eu des époques de ma vie où j'étais plus papier, lire vraiment papier ou même avec la petite tablette. Mais dernièrement, je dois avouer, dans les dernières 2-3 années, je suis très audio. Alors, on dirait que j'aime beaucoup ça. En allant au travail, je me mets sur l'autopilote dans ma voiture, puis là, je m'en vais, puis je me laisse un peu embarquer dans toute l'histoire, puis dans ces notions-là. On dirait que ça me fait du bien de commencer ma journée, puis de la terminer comme ça. Ça me sort du travail, puis ça me prépare à bien y rentrer le matin quand j'arrive. Ouais. Je le dis souvent, l'audio, ce qui est incroyable avec, c'est que tu peux faire quelque chose en parallèle. Mhm. C'est-à-dire que tu peux, comme tu le fais, conduire, écouter en même temps, tu peux faire ton sport. Ce qui est difficile avec la version papier, c'est qu'il faut que tu sois assis dans ton canapé ou avant de dormir. C'est deux méthodes. C'est deux méthodes, les deux sont bonnes. J'essaie de faire attention par contre en audio, j'essaie vraiment de faire ça au travail. Quand je vais en chemin au travail, c'est un chemin que je connais déjà. Alors je sais que je suis habitué de prendre ce chemin-là, cruise control comme on dit, la voie de droite, tu sais, tout pour avoir un maximum d'attention puis d'être capable quand même de rester sécuritaire. Moi, ça me convient dans ma vie présentement. Mais j'adore aussi le petit moment que tu t'assois dans le canapé, puis là, vraiment, un moment de silence, tu vas lire ton livre. C'est deux façons qui sont bonnes, mais totalement différentes. Là. Ouais. On va finir sur la question que je pose d'habitude à tous les invités. Pour toi, quelle serait la définition que tu donnerais de l'immobilier? Bon, évidemment, moi, je travaille en assurance de dommages, mais quand je pense immobilier en partant, je pense à un besoin primaire. Les gens ont besoin d'habiter à des endroits. C'est important. C'est rassurant quand tu rentres à la maison de te sentir bien. Alors, pour tous les gens qui ont des bâtiments qui nous écoutent, tous les gens, en fait, qui ont l'intention d'en acheter, c'est gratifiant, je crois, d'avoir un bien qui permet à d'autres gens de se sentir bien dans leur espace qui devient le leur, qui vont l'utiliser. Ça, c'est vraiment, je parle de façon humaine. Je pense que c'est merci à tous les gens qui achètent les bâtiments, qui en font construire des nouveaux, qui les rénovent, qui s'assurent que ces gens-là trouvent du bonheur à travers leurs unités. En premier lieu. En deuxième lieu, l'immobilier, pour moi, c'est
une opportunité d'avoir rencontré des gens exceptionnels dans les dernières années à travers ce que je fais, dans le fond, ma carrière en assurance de dommages, d'avoir réussi à rentrer en communication avec des gens qui jouent tout un rôle très important dans l'équation de avoir, détenir, vendre, acheter de l'immobilier, que ce soit tous les professionnels qui travaillent dans ces équations-là. Je suis un professionnel à travers certaines de ces équations-là. C'est un monde de gens qui se connaissent, qui travaillent dans la même direction, tous directement et indirectement. Puis je crois que quelque chose que j'apprécie beaucoup dans l'immobilier, c'est à chaque fois que quelqu'un me dit « Ah, écoute, il va y avoir un événement d'immobilier, si ça. » Première chose que je pense, je me dis « Ah, génial, des gens que je vais pouvoir rencontrer, peut-être que je connais déjà, peut-être même des clients qui sont déjà avec moi. On va pouvoir garder contact puis continuer à faire ce qu'on fait en ce moment, qu'on aime faire. Alors, qui fait la différence pour au final pouvoir loger puis permettre à des gens d'être bien dans leur chez-soi. » Exact. Super définition, merci beaucoup Gabriel. Ça me fait plaisir. On va finir sur cette belle note. Je tenais à remercier tous les auditeurs, tous les futurs auditeurs du podcast, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes comme Spotify ou Apple Music. Merci beaucoup Gabriel. Ça m'a fait très plaisir. Merci à toi de ton invitation. Puis pour tous les gens qui nous ont écoutés à travers ton podcast et les relations d'affaires qu'on a, c'est sûr que je reste disponible. S'il y a des gens qui ont des questions, des fois même, ça peut commencer comme ça, une relation d'affaires future. On a vu un podcast, on a aimé la personne, ou juste on s'est posé des questions suite à ce qui a été discuté. Juste de me trouver sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Gabriel Champoux d'OVC Assurance. Puis merci à toi pour ton invitation. Je mettrai de toute façon tes infos c'est très gentil, merci. En bas de la vidéo. J'espère que ce contenu va vraiment aider les gens à voir plus clair sur ce qui est l'assurance de dommages. N'hésitez pas à partager, à vous abonner au podcast, à nous envoyer n'importe quel type de questions. De toute façon, on sera là pour répondre. Exact. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci.